Martino. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, sur les tarifs, il y a un juge qui a dit le président Trump n'a pas le droit d'imposer des tarifs comme ça. Là, la Cour d'appel maintient les tarifs douaniers de Donald Trump, le temps de se prononcer sur le fond. Tu sais, Emmanuel, tantôt, me parlait des tarifs. Il a dit, c'est un président qui avance, qui recule, un pas de côté, oui, non, puis en plus, il y a des tribunaux, un appel, puis là, il faut regarder. Hey, c'est compliqué en maudit, là. C'est effectivement très compliqué et j'espère que c'est pour ça qu'on va continuer à se parler parce que c'est mon travail finalement d'essayer de trouver un fil conducteur ou un chemin au travers de tout ça. Ça fait partie de la stratégie d'ensemble de Donald Trump. On en a déjà parlé, ça a l'air un brin simpliste, mais ça demeure vrai. Il agit vite, il frappe partout et il va avancer tant et aussi longtemps qu'on ne va pas le bloquer ou le forcer à reculer. Donc, c'est intéressant parce que c'est un tribunal dont on parle jamais, le tribunal du commerce international, qui a dit à Donald Trump, vous invoquez une loi de 1977 qui encadrait les pouvoirs du président. Vous vous servez de cette loi-là pour dire qu'on est dans une situation d'urgence nationale et c'est à partir de ça que vous imposez des tarifs mur à mur. Donc, c'est le fameux jour de la libération, là, où on imposait des tarifs même à des pingouins qui habitaient une île déserte. Donc, c'était la première réponse qu'on a eue aujourd'hui. Ensuite, il fallait s'y attendre. On a eu la Maison-Blanche qui a fait appel de la décision. Ce tribunal-là n'a pas dit Donald Trump a raison ou Donald Trump a tort, hein, peu importe qui est le plaignant dans l'histoire. Ce qu'on a dit, c'est préparer votre argumentaire, puis on a 2 dates, le 5 et le 9 juin, si je me souviens bien, où on va entendre l'argumentaire de chacune des parties. Et ce ne sera probablement pas terminé. Et c'est là où, je répète souvent, cette présidence-là est importante maintenant, mais elle est importante dans l'avenir, parce que moi, je pense qu'on va se retrouver éventuellement à la Cour suprême avec ce dossier-là. Et ce qu'on va décider pour Donald Trump va valoir également pour tous les présidents à venir. En tout cas, tant et aussi longtemps que la Cour suprême ne change pas dans sa composition, dans son orientation. En fait, il teste le système. Tout le temps, Toujours. tout le temps, tout le temps. Là. On va tester jusqu'où je peux aller tout le temps. Et c'est pour ça que les tribunaux sont comme un peu abasourdis parce qu'il n'y a aucun président qui faisait ça aussi rapidement, tout le temps de tester à droite et à gauche, puis tout ça. C'est comme la machine n'était pas faite pour ça, puis elle est en train de surchauffer, littéralement. Voilà, la machine, en fait, devait résister, et elle le fait jusqu'à maintenant. Mais je me rappelle pas d'une présidence, sauf peut-être celle de Franklin Delano Roosevelt, la crise économique, Deuxième Guerre mondiale. Je ne me souviens pas d'une présidence qui a agi aussi vite sur la quasi-totalité du système. Ben oui. Et c'était à prévoir. Quand on parle, par exemple, d'Elon Musk et de l'efficacité gouvernementale, regarde ce que ça a donné aussi. On dit que c'est difficile de couper, donc on a pris, on n'est pas allé avec un scalpel, on a pris, c'est l'image qu'on a retenue, la fameuse scie à chaîne, mais on s'est retrouvé devant les tribunaux aussi parce qu'il y a des règles à l'interne. Le système américain, il est fait d'un nombre quasi incalculable de poids et de contrepoids, d'équilibre dans la gestion du pouvoir. Je t'avais déjà dit, hein, le système américain, il est basé sur le compromis. Quand il n'y a pas de compromis, il paralyse. Puis là, ce qu'on a tendance à dire, c'est le système américain ne fonctionne pas. Regardez, il est paralysé. Non. Quand il y a un bug dans le système américain, il est prévu pour planter, si on utilise un terme commun pour un ordinateur. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est le système qui plante à répétition parce que le terme assailli, c'est pas tout à fait correct, là, parce que Donald Trump ne fait pas qu'attaquer le système pour attaquer le système, mais on le teste sous toutes ses coutures. Et c'est un peu normal. Mais c'est un processus qui est long, c'est un processus qui est complexe. Et rappelons-nous 2 choses. Il y a des incidences très bientôt. En juin, on va déjà savoir normalement si on va porter ça devant la Cour suprême éventuellement. Et rappelez-vous toujours que ce qu'on décide pour Donald Trump, que le prochain président soit républicain, qu'il soit démocrate, ces décisions-là vont s'appliquer à lui également. J'ai l'image en tête d'une machine. J'ai l'image en tête d'une machine à boules, mais tu sais, au lieu d'envoyer une boule, la machine à boules, t'en envoies 6 en même temps. Avec les lumières partout. Écoute, Luc, toi et moi, on partage, je pense, le même respect pour le travail de Thomas Friedman, qui est chroniqueur pour le New York Times. Il revient d'un voyage en Israël, puis je veux citer une partie du texte qu'il a écrit. Vas-y.
de plus en plus d'Israéliens, de la gauche au centre, et même dans une partie de la droite, arrivent à la conclusion que poursuivre cette guerre est un désastre pour Israël, un désastre sur le plan moral, un désastre sur le plan diplomatique et un désastre sur le plan stratégique. Et là, justement, Israël viendrait d'accepter une proposition de cessez-le-feu de la part de Donald Trump. Là, il peut se péter les bretelles. C'est quand même une petite victoire pour lui. On verra si le Hamas va accepter. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben écoute, moi je pense que Friedman a parfaitement raison. Ce sont des choses qu'on a déjà évoquées tous les deux il y a bien longtemps. Ce que Netanyahou fait, on le sait à quel point c'est fragile, hein, puis c'est particulièrement volatile dans cette région-là. On a tous compris il y a longtemps, puis la plupart non seulement le comprennent, mais défendent le besoin d'Israël de se défendre. Mais on est allé bien au-delà de ça. Donc, il y a des gens qui ont commencé à utiliser le terme génocide. Et ça isole Israël dans la région, mais également auprès de ses alliés. Maintenant, on est vraiment collé sur l'actualité aujourd'hui, hein, parce que la décision pour Donald Trump, c'est tout frais. Ça fait pas longtemps non plus, quelques heures à peine, qu'on a annoncé le fait que Netanyahou serait en accord avec le cessez-le-feu. Le diable étant dans les détails, et je parle pas de Netanyahou, le diable étant dans les détails, c'est que j'aimerais avoir plus de renseignements sur les composantes finalement de l'entente ou les mesures qu'on a proposées. On parle, ça a filtré, mais ce sont des sources anonymes. On parle d'un cessez-le-feu qui aurait 60 jours. On parle de cette fois-là d'Israël qui n'interviendrait vraiment pas pendant 60 jours. Pour ce qui reste maintenant de la Palestine. On parle d'otages de la part du Hamas qui seraient également retournés. Le cessez-le-feu, ça permettrait l'aide humanitaire qui ne parvient pas actuellement en Palestine, mais ça demeure des gros traits, ça demeure des choses qu'on a déjà entendues. Donc, j'ai hâte d'avoir plus de détails pour voir d'abord pourquoi Netanyahou maintenant choisit de le faire. On peut avoir déjà une petite idée. Qu'est-ce que va argumenter le Hamas de son côté? Donc, c'est encore tout frais, c'est encore tout chaud, puis on a très peu de détails pour essayer de bien décortiquer la stratégie. Mais ce que Friedman disait à propos d'Israël, c'est assurément un facteur qui joue. Israël est de plus en plus isolé dans ce dossier-là. Ça devient pour ses alliés quasi impossible de défendre la position d'Israël, que de défendre les gestes que pose le gouvernement de M. Netanyahou présentement. Et le prix Nobel de la paix est attribué cette année à Donald J. Trump. Ça se pourrait-tu, ça? Ça se pourrait-tu, écoute, ça? On l'a déjà donné à Barack Obama pour avoir prononcé un discours, essentiellement. Donc, est-ce que pour M. Trump, on pourrait voir... Il y a des choses depuis le début de l'ère Trump, 2015-2016, il y a des choses pour lesquelles je disais avant, c'est impossible. Je ne dis plus jamais ça. Elon Musk a finalement décidé que c'était fini la politique pour lui, là. Ben, fini. En tout cas, il va être un conseiller informel. Il ne sera plus à la Maison-Blanche. Je pense qu'il campait littéralement là et à Mar-a-Lago. Je t'avais déjà dit, probablement que Donald Trump est arrivé à la conclusion, comme Benjamin Franklin, que la visite, après 3 jours, ça commence à sentir. Donc, c'était le temps qu'il parte. Ça a été très, très, très lourd, le passage d'Elon Musk. Puis ça aussi, moi, une des choses que je vais surveiller, c'est qu'il est parti, mais il a fait beaucoup de choses, Elon Musk, et très rapidement, pendant qu'il était là. Et il y a des mesures que le fameux DOGE, là, cette organisation qui devait nous redonner une efficacité gouvernementale, il y a d'autres décisions des tribunaux pour lesquelles on va entendre parler d'Elon Musk encore. Donc, lui est parti. On comprend aussi que pour l'image d'un certain nombre de ces compagnies, c'est très important. Il y a eu un prix à payer. Il a donné de l'argent en politique, il a investi. Mais ça a coûté aussi en termes d'image parce que le grand patron devenait plus polarisant. Mais je retiens aussi qu'il part pas nécessairement en froid, parce que les deux hommes vont continuer de se parler, mais on sentait qu'on n'allait plus tout à fait dans la même direction, Donald Trump et Elon Musk. Et ça, on pouvait le constater dans les dernières déclarations d'Elon Musk qui disait « Je ne peux pas être d'accord avec le Big Beautiful Bill, hein, cette belle grande loi budgétaire que le président Trump proposait. » Il dit « Ce qu'on essaie de faire en économisant, nous, sur les services gouvernementaux, sur la taille de l'État, M. Trump est en train de sacrifier ça finalement parce qu'il va augmenter la dette et de beaucoup avec le budget qu'on est en train de passer au Congrès. Donc déjà, on sentait aussi que les deux hommes s'éloignaient. Je dirais pas un très grand froid. Moi, je pense qu'on va réentendre parler de lui aussi pour des conseils qu'il pourrait donner à Donald Trump. Mais disons qu'on a une partie de ces... Ça a été un gros 4 mois. Et Elon Musk décide officiellement de retourner aux affaires à temps plein maintenant. Ils formaient un beau couple, mais ils prennent chacun leur chemin. Ils vont rester amis quand même, là.
Moi, je pense que oui. Merci, Luc. À demain. Salut. Bonne fin de journée. Bye, Richard.